Aussitôt, émané de la personne de Sagnette, je ne sais quoi, qui faisait qu'on lui répondait de l'air le plus tendre du monde. Non, malheureusement cette semaine, je vous expliquerai. Et je laissais venir à la place des gens qui étaient loin de le valoir, mais qui n'avaient pas son regard chargé de la mélancolie et sa bouche plissée de toute l'amertume de toutes les visites qu'il avait envie, en la leur taisant, de faire aux uns et aux autres. Malheureusement, il était bien rare que Sagnette ne rencontrât pas dans le tortillard l'invité qui venait me voir, si même celui-ci ne m'avait pas dit, chez les Verdurins, « N'oubliez pas que je vais vous voir jeudi », jour où j'avais précisément dit à Sagnette ne pas être libre. De sorte qu'il finissait par imaginer la vie comme remplie de divertissements organisés à son insu, sinon même contre lui. D'autre part, comme on n'est jamais tout un, ce trop discret était maladivement indiscret. La seule fois où par hasard il vint me voir malgré moi, une lettre, je ne sais de qui, traînait sur la table. Au bout d'un instant, je vis qu'il n'écoutait que distraitement ce que je lui disais. La lettre, dont il ignorait complètement la provenance, le fascinait, et je croyais à tout moment que ses prunelles émaillées allaient se détacher de leur orbite pour rejoindre la lettre quelconque, mais que sa curiosité aimantait. On aurait dit un oiseau qui va se jeter fatalement sur un serpent. Finalement, il n'y put tenir. La changea de place d'abord, comme pour mettre de l'ordre dans ma chambre. Cela ne lui suffisant plus, il la prit, la retourna, comme machinalement. Une autre forme de son indiscrétion, c'était que, rivé à vous, il ne pouvait partir. J'étais souffrant ce jour-là, je lui demandais de reprendre le train suivant et de partir dans une demi-heure. Il ne doutait pas que je souffrisse, mais me répondit « Je resterai 1h15 et après je partirai ». Depuis, j'ai souffert de ne pas lui avoir dit chaque fois où je le pouvais de venir. Qui sait, peut-être eussé-je conjuré son mauvais sort. D'autres l'eussent invité pour qu'il m'eût immédiatement lâché, de sorte que mes invitations auraient eu le double avantage de lui rendre la joie et de me débarrasser de lui. Les jours qui suivaient ceux où j'avais reçu, je n'attendais naturellement pas de visite, et l'automobile revenait nous chercher, Albertine et moi. Et quand nous rentrions, Aimé, sur le premier degré de l'hôtel, ne pouvait s'empêcher, avec des yeux passionnés, curieux et gourmands, de regarder quel pourboire je donnais au chauffeur. J'avais beau enfermer ma pièce ou mon billet dans ma main close, les regards d'Aimé écartaient mes doigts. Il détournait la tête au bout d'une seconde, car il était discret, bien élevé, et même se contentait lui-même de bénéfices relativement petits. Mais l'argent qu'un autre recevait excitait en lui une curiosité incompressible. Il lui faisait venir l'eau à la bouche. Pendant ces courts instants, il avait l'air attentif et fiévreux d'un enfant qui lit un roman de Jules Verne, ou d'un dîneur assis non loin de vous dans un restaurant, et qui, voyant qu'on vous découpe un faisan que lui-même ne peut pas ou ne veut pas s'offrir, délaisse un instant ses pensées sérieuses pour attacher sur la volaille un regard qui font sourire l'amour et l'envie. Ainsi se succédaient quotidiennement ces promenades en automobile. Mais une fois, au moment où je remontais par l'ascenseur, le lift me dit « Ce monsieur est venu. Il m'a laissé une commission pour vous. » Le lift me dit ces mots d'une voix absolument cassée, et en me toussant et crachant à la figure. « Quel rhume que j'ai, tiens !» ajouta-t-il, comme si je n'étais pas capable de m'en apercevoir tout seul. « Le docteur dit que c'est la coqueluche. » Et il recommença à tousser et à cracher sur moi. « Ne vous fatiguez pas à parler, » lui dis-je d'un air de bonté lequel était fin. Je craignais de prendre la coqueluche, qui, avec ma disposition aux étouffements, m'eût été fort pénible. Mais il mit sa gloire, comme un virtuose qui ne veut pas se faire porter malade, à parler et à cracher tout le temps. « Non, ça ne fait rien, dit-il. Pour vous peut-être, pensais-je, mais pas pour moi. Du reste, je vais bientôt rentrer à Paris. Tant mieux pourvu qu'il ne me la passe pas avant. Il paraît, reprit-il, que Paris c'est très superbe. Ça doit être encore plus superbe qu'ici et qu'à Monte-Carlo, quoique des chasseurs, même des clients, et jusqu'à des maîtres d'hôtel qui allaient à Monte-Carlo pour la saison m'avaient dit souvent que Paris était moins superbe que Monte-Carlo. Je secourais peut-être,
Et pourtant, pour être maître d'hôtel, il faut pas être un imbécile, hein. Pour prendre toutes les commandes, retenir les tables, il en faut une tête. On m'a dit que c'était encore plus terrible que d'écrire des pièces et des livres. Nous étions presque arrivés à mon étage, quand le lift me fit redescendre jusqu'en bas, parce qu'il trouvait que le bouton fonctionnait mal, et en un clin d'œil, il l'arrangea. Je lui dis que je préférais remonter à pied, ce qui voulait dire et cacher que je préférais ne pas prendre la coqueluche. Mais d'un accès de tout cordial et contagieux, le lift me rejeta dans l'ascenseur. Ça ne risque plus rien maintenant, j'ai arrangé le bouchon. Le bouton. Voyant qu'il ne cessait de parler, préférant connaître le nom du visiteur et la commission qu'il avait laissée au parallèle entre les beautés de Balbec, Paris et Monte-Carlo, je lui dis, comme un ténor qui vous excède avec Benjamin Godard, chantez-moi de préférence du Debussy, mais qui est-ce qui est venu me voir? C'est le monsieur avec qui vous êtes sorti hier. Je vais aller chercher sa commission qui est chez mon concierge. Comme la veille, j'avais déposé Robert de Saint-Loup à la station de Doncières, avant d'aller chercher Albertine, je crus que le lift voulait parler de Saint-Loup. Mais c'était le chauffeur. Et en le désignant par ces mots, le monsieur avec qui vous êtes sorti, il m'apprenait par la même occasion qu'un ouvrier est tout aussi bien un monsieur que ne l'est un homme du monde. Leçon de mots seulement. Car pour la chose, je n'avais jamais fait de distinction entre les classes. Et si j'avais à entendre appeler un chauffeur un monsieur, le même étonnement que le comte X, qui ne l'était que depuis 8 jours, et à qui, ayant dit « La comtesse a l'air fatiguée », je fis tourner la tête derrière lui pour voir de qui je voulais parler, c'était simplement par manque d'habitude du vocabulaire. Je n'avais jamais fait de différence entre les ouvriers, les bourgeois et les grands seigneurs, et j'aurais pris indifféremment les uns et les autres pour amis, avec une certaine préférence pour les ouvriers, et après cela, pour les grands seigneurs, non par goût, mais sachant qu'on peut exiger d'eux plus de politesse envers les ouvriers qu'on ne l'obtient de la part des bourgeois, soit que les grands seigneurs ne dédaignent pas les ouvriers comme font les bourgeois, ou bien parce qu'ils sont volontiers plus polis envers n'importe qui, comme les jolies femmes heureuses de donner un sourire qu'elles savent accueillir avec tant de joie. Je ne peux du reste pas dire que cette façon que j'avais de mettre les gens du peuple sur le pied d'égalité avec les gens du monde, si elle fut très bien admise de ceci, satisfit en revanche toujours pleinement ma mère. Non qu'humainement elle fit une différence quelconque entre les êtres, et si jamais Françoise avait du chagrin ou était souffrante, elle était toujours consolée et soignée par maman avec la même amitié, avec le même dévouement que sa meilleure amie. Mais ma mère était trop la fille de mon grand-père pour ne pas faire socialement acception des castes. Les gens de Combray avaient beau avoir du cœur, de la sensibilité, acquérir les plus belles théories sur l'égalité humaine, ma mère, quand un valet de chambre s'émancipait, disait une fois vous et glissait insensiblement à ne plus me parler à la troisième personne, avait de ces usurpations le même mécontentement qui éclate dans les mémoires de Saint-Simon chaque fois qu'un seigneur, qui n'y a pas droit, saisit un prétexte de prendre la qualité d'altesse dans un acte authentique ou de ne pas rendre aux ducs ce qui leur devait et ce dont, peu à peu, ils se dispensent. Il y avait un esprit de Combray si réfractaire qu'il faudra des siècles de bonté, celle de ma mère était infinie, de théories égalitaires pour arriver à le dissoudre. Je ne peux pas dire que, chez ma mère, certaines parcelles de cet esprit ne fussent pas restées insolubles. Elle lui donnait aussi bien, difficilement, la main à un valet de chambre qu'elle lui donnait aisément 10 francs, lesquels lui faisaient du reste beaucoup plus plaisir. Pour elle, qu'elle l'avoue ou non, les maîtres étaient les maîtres, et les domestiques étaient les gens qui mangeaient à la cuisine. Quand elle voyait un chauffeur d'automobile dîner avec moi dans la salle à manger, elle n'était pas absolument contente et me disait « Il me semble que tu pourrais avoir mieux comme ami qu'un mécanicien. » Comme elle aurait dit, s'il se fût agi de mariage, tu pourrais trouver mieux comme parti. Le chauffeur, heureusement que je ne songeais jamais à inviter celui-là, était venu me dire que la compagnie d'auto qu'il avait envoyée à Balbec pour la saison lui faisait rejoindre Paris dès le lendemain. Cette raison,
D'autant plus que le chauffeur était charmant et il s'exprimait si simplement qu'on eût toujours dit parole d'évangile, nous sembla devoir être conforme à la vérité. Elle ne l'était qu'à demi. Il n'y avait en effet plus rien à faire à Balbec. Et en tout cas, la compagnie, n'ayant qu'à demi confiance dans la véracité du jeune évangéliste, appuyée sur sa roue de consécration, désirait qu'il revînt au plus vite à Paris. Et en effet, si le jeune apôtre accomplissait miraculeusement la multiplication des kilomètres quand il les comptait à M. de Charlus, en revanche, dès qu'il s'agissait de rendre des comptes à sa compagnie, il divisait par 6 ce qu'il avait gagné. En conclusion de quoi la compagnie, pensant ou bien que personne ne faisait de promenade à Balbec, ce que la saison rendait vraisemblable, soit qu'elle était volée, trouvait dans l'une ou l'autre hypothèse que le mieux était de le rappeler à Paris, où on ne faisait d'ailleurs pas grand-chose. Le désir du chauffeur était d'éviter, si possible, la morte saison. J'ai dit, ce que j'ignorais alors et ce dont la connaissance m'eût évité bien des chagrins, qu'il était très lié, sans qu'ils eussent jamais l'air de se connaître devant les autres, avec Morel. À partir du jour où il fut rappelé, sans savoir encore qu'il avait un moyen de ne pas partir, nous dûmes nous contenter pour nos promenades de louer une voiture ou quelquefois, pour distraire Albertine et comme elle aimait l'équitation, des chevaux de selle. Les voitures étaient mauvaises. Quel taco, disait Albertine. J'aurais d'ailleurs souvent aimé d'y être seul. Sans vouloir me fixer une date, je souhaitais que prît fin cette vie à laquelle je reprochais de me faire renoncer, non pas même tant au travail qu'au plaisir. Pourtant il arrivait aussi que les habitudes qui me retenaient fussent soudain abolies, le plus souvent quand quelque ancien moi, plein du désir de vivre avec allégresse, remplacé par pour un instant le moi actuel. J'éprouvais notamment ce désir d'évasion un jour qu'ayant laissé Albertine chez sa tante, j'étais allé à cheval voir les vers du Rhin et que j'avais pris dans les bois une route sauvage dont il m'avait vanté la beauté. Épousant les formes de la falaise, tour à tour, elle montait, puis resserrée entre des bosquets d'arbres épais, elle s'enfonçait en gorge sauvage. Un instant, les rochers dénudés dont j'étais entouré, la mer qu'on apercevait par leurs déchirures, flottèrent devant mes yeux comme des fragments d'un autre univers. J'avais reconnu le paysage montagneux et marin qu'Elstir a donné pour cadre à ces deux admirables aquarelles, poète rencontrant une muse, jeune homme rencontrant un centaure que j'avais vu chez la duchesse de Guermantes. Leurs souvenirs replaçaient les lieux où je me trouvais tellement en dehors du monde actuel que je n'aurais pas été étonné si, comme le jeune homme de l'âge antéhistorique que peint Elstir, j'avais au cours de ma promenade croisé un personnage mythologique. Tout à coup, mon cheval se cabra. Il avait entendu un bruit singulier. J'eus peine à le maîtriser et à ne pas être jeté à terre. Puis, je levai vers le point d'où semblait venir ce bruit mes yeux pleins de larmes, et je vis, à une 50aine de mètres au-dessus de moi, dans le soleil, entre deux grandes ailes d'acier étincelant qui l'emportaient, un être dont la figure peu distincte me parut ressembler à celle d'un homme. Je fus aussi ému que pouvait l'être un grec qui voyait pour la première fois un demi-dieu. Je pleurai aussi, car j'étais prêt à pleurer. Du moment que j'avais reconnu que le bruit venait d'au-dessus de ma tête, les aéroplanes étaient encore rares à cette époque, à la pensée que ce que j'allais voir pour la première fois, c'était un aéroplane. Alors, comme quand on sent venir dans un journal une parole émouvante, je n'attendais que d'avoir aperçu l'avion pour fondre en larmes. Cependant, l'aviateur sembla hésiter sur sa voie. Je sentais ouvertes devant moi, si l'habitude ne m'avait pas fait prisonnier, toutes les routes de l'espace, de la vie. Il poussa plus loin, plana quelques instants au-dessus de la mer, puis, prenant brusquement son parti, semblant céder à quelque attraction inverse de celle de la pesanteur, comme retournant dans sa patrie, d'un léger mouvement de ses ailes d'or, il piqua droit vers le ciel.
Pour revenir au mécanicien, il demanda non seulement à Morel que les Verdurins remplaçassent leur break par une auto, ce qui, étant donné la générosité des Verdurins à l'égard des fidèles, était relativement facile, mais, chose plus malaisée, leur principal cocher, le jeune homme sensible et porté aux idées noires par lui, le chauffeur. Cela fut exécuté en quelques jours de la façon suivante. Morel avait commencé par faire voler au cocher tout ce qui lui était nécessaire pour atteler. Un jour, il ne trouvait pas le mort, un jour la gourmette. D'autres fois, c'était son coussin de siège qui avait disparu jusqu'à son fouet, sa couverture, le martinet, l'éponge, la peau de chamois. Mais il s'arrangea toujours avec des voisins. Seulement il arriva en retard, ce qui agaçait contre lui M. Verdurin, et le plongeait dans un état de tristesse et d'idées noires. Le chauffeur, pressé d'entrer, déclara à Morel qu'il allait revenir à Paris. Il fallait frapper un grand coup. Morel persuada aux domestiques de M. Verdurin que le jeune cocher avait déclaré qu'il leur ferait tous tomber dans un guet-apens et se faisait fort d'avoir raison de 6. Et il leur dit qu'il ne pouvait pas laisser passer cela. Pour sa part, il ne pouvait pas s'en mêler, mais les prévenait afin qu'ils prissent les devants. Il fut convenu que, pendant que M. et Mme Verdurin et leurs amis seraient en promenade, ils tomberaient tous à l'écurie sur le jeune homme. Je rapporterai, bien que ce ne fût que l'occasion de ce qui allait avoir lieu, mais parce que les personnages m'ont intéressé plus tard, qu'il y avait ce jour-là un ami des Verdurins en villégiature chez eux et à qui on voulait faire une promenade à pied avant son départ, fixé au soir même. Ce qui me surprit beaucoup quand on partit en promenade, c'est que ce jour-là, Morel, qui venait avec nous en promenade à pied, où il devait jouer du violon dans les arbres, me dit « Écoutez, j'ai mal au bras, je ne veux pas le dire à Madame Verdurin, mais priez-la d'emmener un de ses valets, par exemple, Osler. Il portera mes instruments. » « Je crois qu'un autre serait mieux choisi, répondis-je. On a besoin de lui pour dîner. » Une expression de colère passa sur le visage de Morel. « Mais non! Je ne veux pas confier mon violon à n'importe qui !» Je compris plus tard la raison de cette préférence. Osler était le frère très aimé du jeune cocher, et s'il était resté à la maison, aurait pu lui porter secours. Pendant la promenade, assez bas pour que Osler aîné ne pût nous entendre, « Voilà un bon garçon, dit Morel. Du reste, son frère l'est aussi. S'il n'avait pas cette funeste habitude de boire... »« Comment boire ?» dit Madame Verdurin, pâlissant à l'idée d'avoir un cocher qui buvait. « Vous ne vous en apercevez pas ? Je me dis toujours que c'est un miracle qu'il ne lui soit pas arrivé d'accident pendant qu'il vous conduisait. Mais il conduit donc d'autres personnes. Vous n'avez qu'à voir combien de fois il a versé. Il a aujourd'hui la figure pleine d'échymoses. Je ne sais pas comment il ne s'est pas tué, il a cassé ses brancards. »« Je ne l'ai pas vu aujourd'hui, dit Madame Verdurin, tremblante à la pensée de ce qui aurait pu lui arriver à elle. Vous me désolez. » Elle voulut abréger la promenade pour rentrer. Morel choisit un air de Bach pour avoir des variations infinies pour la faire durer. Dès le retour, elle alla à la remise, vit le brancard neuf et Osler en sang. Elle allait lui dire, sans lui faire aucune observation, qu'elle n'avait plus besoin de cocher et lui remettre de l'argent. Mais de lui-même, ne voulant pas accuser ses camarades à l'animosité de qui il attribuait rétrospectivement le vol quotidien de toutes les selles, etc., et voyant que sa patience ne conduisait qu'à se faire laisser pour mort sur le carreau, il demanda à s'en aller, ce qui arrangea tout. Le chauffeur entra le lendemain. Et plus tard, Madame Verdurin, qui avait été obligée d'en prendre un autre, fut si satisfaite de lui qu'elle me le recommanda chaleureusement comme homme d'absolue confiance. Moi qui ignorais tout, je le pris à la journée à Paris. Mais je n'ai que trop anticipé. Tout cela se retrouvera dès l'histoire d'Albertine. En ce moment, nous sommes à la Raspelière, où je viens dîner pour la première fois avec mon ami et M. de Charlus avec Morel, fils supposé d'un intendant, qui gagnait 30 000 francs par an de fixe, avait une voiture et nombre de majordomes subalternes, de jardiniers, de régisseurs et de fermiers sous ses ordres.
Mais puisque j'ai tellement anticipé, je ne veux cependant pas laisser le lecteur sous l'impression d'une méchanceté absolue qu'aurait eu Morel. Il était plutôt plein de contradictions, capable à certains jours d'une gentillesse véritable. Je fus naturellement bien étonné d'apprendre que le cocher avait été mis à la porte, et bien plus de reconnaître dans son remplacement le chauffeur qui nous avait promenés, Albertine et moi. Mais il me débita une histoire compliquée, selon laquelle il était censé être rentré à Paris, d'où on l'avait demandé pour les vers du Rhin, et je n'eus pas une seconde de doute. Le renvoi du cocher fut cause que Morel causa un peu avec moi, afin de m'exprimer sa tristesse relativement au départ de ce brave garçon. Du reste, même en dehors des moments où j'étais seul, et où il bondissait littéralement vers moi avec une expansion de joie, Morel, voyant que tout le monde me faisait fête à Raspelière, et sentant qu'il s'excluait volontairement de la familiarité de quelqu'un qui était sans danger pour lui, puisqu'il m'avait fait couper les ponts et ôter toute possibilité d'avoir envers lui les airs protecteurs, que je n'avais d'ailleurs nullement songé à prendre, cessa de se tenir éloigné de moi. J'attribuais son changement d'attitude à l'influence de M. de Charlus, laquelle en effet le rendait sur certains points moins borné, plus artiste, mais sur d'autres où il appliquait à la lettre les formules éloquentes, mensongères et d'ailleurs momentanées du maître, le bêtifiait encore davantage. Ce qu'avait pu lui dire M. de Charlus, ce fut en effet la seule chose que je supposais. Comment aurais-je pu deviner alors ce qu'on me dit ensuite, et dont je n'ai jamais été certain, les affirmations d'André, surtout ce qui touchait à Albertine, surtout plus tard, m'ayant toujours semblé fort sujette à caution, car comme nous l'avons vu autrefois, elle n'aimait pas sincèrement mon amie, et était jalouse d'elle. Ce qui, en tout cas, si c'était vrai, me fut remarquablement caché par tous les deux, qu'Albertine connaissait beaucoup Morel. La nouvelle attitude que, vers ce moment du renvoi du cocher, Morel adapta à mon égard, me permit de changer d'habit sur son compte. Je gardai de son caractère la vilaine idée que m'en avait fait concevoir la bassesse que ce jeune homme m'avait montrée quand il avait eu besoin de moi, suivi tout aussitôt le service rendu d'un dédain jusqu'à sembler ne pas me voir. À cela, il fallait l'évidence de ses rapports de vénalité avec M. de Charlus, et aussi des instincts de bestialité sans suite et dont la non-satisfaction quand cela arrivait, ou les complications qu'ils entraînaient causaient ces tristesses. Mais ce caractère n'était pas si uniformément laid et plein de contradictions. Il ressemblait à un vieux livre du Moyen-Âge, plein d'erreurs, de traditions absurdes, d'obscénités. Il était extraordinairement composite. J'ai cru d'abord que son art, où il était vraiment passé maître, lui avait donné des supériorités qui dépassaient la virtuosité de l'exécutant. Une fois que je disais mon désir de me mettre au travail, « Travaillez, devenez illustre, me dit-il. »« De qui est-ce là ?» lui demandai-je. « De Fontane à Chateaubriand. » Il connaissait aussi une correspondance amoureuse de Napoléon. Bien, pensai-je, il est lettré. Mais cette phrase, qu'il avait lue je ne sais pas où, était sans doute la seule qu'il connût de toute la littérature ancienne et moderne, car il me la répétait chaque soir. Une autre, qu'il répétait davantage pour m'empêcher de ne rien dire de lui à personne, c'était celle-ci, qu'il croyait également littéraire, qui est à peine française, ou du moins n'offre aucune espèce de sens, sauf peut-être pour un domestique cachotier. Méfions-nous des méfiants. Au fond, en allant de cette stupide maxime jusqu'à la phrase de Fontane à Chateaubriand, on eût parcouru toute une partie, variée, mais moins contradictoire qu'il ne semble, du caractère de Morel. Ce garçon qui, pour peu qu'il y trouvât de l'argent, eût fait n'importe quoi, et sans remords, peut-être pas sans une contrariété bizarre, allant jusqu'à la surexcitation nerveuse, mais à laquelle le nom de remords irait fort mal, qui eût, s'il y trouvait son intérêt, plongé dans la peine, voire dans le deuil des familles entières. Ce garçon qui mettait l'argent au-dessus de tout, et sans parler de bonté au-dessus des sentiments simples de l'humanité les plus naturels, ce même garçon mettait pourtant au-dessus de l'argent
son diplôme de premier prix du conservatoire et qu'on ne put tenir aucun propos désobligeant sur lui à la classe de flûte ou de contrepoint. Aussi, ses plus grandes colères, ses plus sombres et injustifiables accès de mauvaise humeur venaient-ils de ce qu'il appelait, en généralisant sans doute quelques cas particuliers où il avait rencontré des malveillants, la fourberie universelle. Il se flattait d'y échapper en ne parlant jamais de personne, en cachant son jeu, en se méfiant de tout le monde. Pour mon malheur, à cause de ce qui devait en résulter après mon retour à Paris, sa méfiance n'avait pas joué à l'égard du chauffeur de Balbec, en qui il avait sans doute reconnu un pareil, c'est-à-dire, contrairement à sa maxime, un méfiant dans la bonne acceptation du mot, un méfiant qui se tait obstinément devant les honnêtes gens et a tout de suite parti lié avec une crapule. Il lui semblait, et ce n'était pas absolument faux, que cette méfiance lui permettait de tirer toujours son épingle du jeu, de glisser, insaisissable, à travers les plus dangereuses aventures, et sans qu'on pût rien, non pas même prouver, mais avancer contre lui dans l'établissement de la rue Bergère. Il travaillerait, deviendrait illustre, serait peut-être un jour, avec une respectabilité intacte, maître du jury de violon au concours de ce prestigieux conservatoire. Mais c'est peut-être encore trop de logique dans la cervelle de Morel que d'y faire sortir les unes des autres les contradictions. En réalité, sa nature était vraiment comme un papier sur lequel on fait tant de plis dans tous les sens qu'il est impossible de s'y retrouver. Il semblait avoir des principes assez élevés, et avec une magnifique écriture, déparée par les plus grossières fautes d'orthographe, passait des heures à écrire à son frère qu'il avait mal agi avec ses sœurs, qu'il était leur aîné, leur appui, à ses sœurs, qu'elles avaient commis une inconvenance vis-à-vis de lui-même. Bientôt même, l'été finissant, quand on descendait du train à Douville, le soleil amorti par la brume n'était déjà plus dans le ciel uniformément mauve qu'un bloc rouge. À la grande paix qui descend le soir, sur ces prés drus et salins et qui avait conseillé à beaucoup de Parisiens, peintres pour la plupart, d'aller villégiaturer à Douville, s'ajoutait une humidité qui les faisait rentrer de bonne heure dans le petit chalet. Dans plusieurs de ceux-ci, la lampe était déjà allumée. Seules quelques vaches restaient dehors à regarder la mer en meuglant, tandis que d'autres, s'intéressant plus à l'humanité, tournaient leur attention vers nos voitures. Seul un peintre, qui avait dressé son chevalet sur une mince éminence, travaillait à essayer de rendre ce grand calme, cette lumière apaisée. Peut-être les vaches allaient-elles lui servir inconsciemment et bénévolement de modèle, car leur air contemplatif et leur présence solitaire, quand les humains sont rentrés, contribuaient à leur manière à la puissante impression de repos que dégage le soir. Et quelques semaines plus tard, la transposition ne fut pas moins agréable, quand, l'automne s'avançant, les jours devinrent tout à fait courts et qu'il fallut faire ce voyage dans la nuit. Si j'avais été faire un tour dans l'après-midi, il fallait rentrer s'habiller au plus tard à 5 heures, où maintenant le soleil rond et rouge était déjà descendu au milieu de la glace oblique, jadis détestée, et, comme quelques feux grégeois, incendiait la mer dans les vitres de toutes mes bibliothèques. Quelques gestes incantateurs ayant suscité, pendant que je passais mon smoking, le moi, alerte et frivole, qui était le mien quand j'allais avec Saint-Loup dîner à Rivebelle, et le soir où j'avais cru emmener mademoiselle de Stermaria dîner dans l'île de Bois, je fredonnais inconsciemment le même air qu'alors. Et c'est seulement en m'en apercevant qu'à la chanson, je reconnaissais le chanteur intermittent, lequel, en effet, ne savait que celle-là. La première fois que je l'avais chantée, je commençais d'aimer Albertine, mais je croyais que je ne la connaîtrais jamais. Plus tard, à Paris, c'était quand j'avais cessé de l'aimer, et quelques jours après l'avoir possédée pour la première fois. Maintenant, c'était en l'aimant de nouveau, et au moment d'aller dîner avec elle, au grand regret du directeur qui croyait que je finirais par habiter la Raspelière et lâcher son hôtel, et qui assurait,
avoir entendu dire qu'il régnait par là des fièvres dues aux marais du bac et à leurs eaux accroupies. J'étais heureux de cette multiplicité que je voyais ainsi à ma vie déployée sur 3 plans. Et puis, quand on redevient pour un instant un homme ancien, c'est-à-dire différent de celui qu'on est depuis longtemps, la sensibilité, n'étant plus amortie par l'habitude, reçoit des moindres chocs, des impressions si vives, qu'elles font pâlir tout ce qui les a précédées, et auxquelles, à cause de leur intensité, nous nous attachons avec l'exaltation passagère d'un ivrogne. Il faisait déjà nuit quand nous montions dans l'omnibus ou la voiture qui allait nous mener à la gare prendre le petit chemin de fer. Et dans le hall, le premier président nous disait « Ah, vous allez à la Raspelière. Sapristi! Elle a dû touper, Madame Verdurin, de vous faire 1 heure de chemin de fer dans la nuit pour dîner seulement. Et puis recommencer le trajet à 10 heures du soir dans un vent de tous les diables. On voit bien qu'il faut que vous n'ayez rien à faire, ajouta-t-il en se frottant les mains. Sans doute parlait-il ainsi par mécontentement de ne pas être invité, et aussi à cause de la satisfaction qu'ont les hommes occupés, fût-ce par le travail le plus sot, de ne pas avoir le temps de faire ce que vous faites. Certes, il est légitime que l'homme qui rédige des rapports, aligne des chiffres, répond à des lettres d'affaires, suit les cours de la bourse, éprouve, quand il vous dit en ricanant « c'est bon pour vous qui n'avez rien à faire », un agréable sentiment de sa supériorité. Mais celle-ci s'affirmerait tout aussi dédaigneuse, davantage même, car dîner en ville, l'homme occupé le fait aussi, si votre divertissement était d'écrire Hamlet, ou seulement de les lire. En quoi les hommes occupés manquent de réflexion? Qu'à la culture désintéressée, qui leur paraît comique passe-temps d'oisif, quand ils la surprennent au moment qu'on la pratique, ils devraient songer que c'est la même, qui, dans leur propre métier, met hors de pair des hommes qui ne sont peut-être pas meilleurs magistrats ou administrateurs qu'eux, mais devant l'avancement rapide desquels ils s'inclinent en disant « Il paraît que c'est un grand lettré, un individu tout à fait distingué. » Mais surtout, le premier président ne se rendait pas compte que ce qui me plaisait dans ces dîners à la Raspelière, c'est que, comme il le disait avec raison, quoique par critique, il représentait un vrai voyage. Un voyage dont le charme me paraissait d'autant plus vif qu'il n'était pas son but à lui-même, qu'on n'y cherchait nullement le plaisir. Celui-ci étant affecté à la réunion vers laquelle on se rendait, et qui ne laissait pas d'être fort modifié par toute l'atmosphère qui l'entourait. Il faisait déjà nuit, maintenant quand j'ai changé la chaleur de l'hôtel devenu mon foyer, pour le wagon où nous montions avec Albertine et où le reflet de la lanterne sur la vitre apprenait à certains arrêts du petit train poussif qu'on était arrivé à une gare. Pour ne pas risquer que Cottard ne nous aperçût pas, et n'ayant pas entendu crier la station, j'ouvrais la portière. Mais ce qui se précipitait dans le wagon, ce n'étaient pas les fidèles, mais le vent, la pluie, le froid. De l'obscurité, je distinguais les champs. J'entendais la mer. Nous étions en rase campagne. Albertine, avant que nous rejoignions le petit noyau, se regardait dans un petit miroir extrait d'un nécessaire en or qu'elle emportait avec elle. En effet, les premières fois, Madame Verdurin l'ayant fait monter dans son cabinet de toilette pour qu'elle s'arrangeât avant le dîner, j'avais, au sein du calme profond où je vivais depuis quelque temps, éprouvé un petit mouvement d'inquiétude et de jalousie à être obligé de laisser Albertine au pied de l'escalier. Et je m'étais senti si anxieux pendant que j'étais seul au salon, au milieu du petit clan, et me demandais ce que mon ami faisait en haut, que j'avais le lendemain, par dépêche, après avoir demandé des indications à M. de Charlus sur ce qui se faisait de plus élégant, commandé chez Cartier un nécessaire qui était la joie d'Albertine et aussi la mienne. Il était pour moi un gage de calme et aussi de la sollicitude de mon amie, car elle avait certainement deviné que je n'aimais pas quand elle resta sans moi chez Madame Verdurin et s'arrangeait à faire en wagon toute la toilette préalable au dîner.
Au nombre des habitués de madame Verdurin, et le plus fidèle de tous, comptait maintenant depuis plusieurs mois monsieur de Charlus. Régulièrement, 3 fois par semaine, les voyageurs qui stationnaient dans les salles d'attente ou sur le quai de Doncières-Ouest voyaient passer ce gros homme aux cheveux gris, aux moustaches noires, les lèvres rougies d'un phare qui se remarque moins à la fin de saison que l'été où le grand jour le rendait plus cru et la chaleur à demi liquide. Tout en se dirigeant vers le petit chemin de fer, il ne pouvait s'empêcher, seulement par habitude de connaisseur, puisque maintenant il avait un sentiment qui le rendait chaste, ou du moins la plupart du temps fidèle, de jeter sur les hommes de peine, les militaires, les jeunes gens en costume de tennis, un regard furtif, à la fois inquisitorial et timoré, après lequel il baissait aussitôt ses paupières sur ses yeux presque clos, avec l'onction d'un ecclésiastique en train de dire son chapelet, avec la réserve d'une épouse vouée à son unique amour, ou d'une jeune fille bien élevée. Les fidèles étaient d'autant plus persuadés qu'ils ne les avaient pas vus, qu'ils montaient dans un compartiment autre que le leur, comme faisait souvent aussi la princesse de Sherbatov. Un homme qui ne sait point si l'on sera content ou non d'être vu avec lui et qui vous laisse la faculté de venir le trouver si vous en avez l'envie. Celle-ci n'avait pas été éprouvée les toutes premières fois par le docteur, qui avait voulu que nous le laissions seul dans son compartiment. Portant beau son caractère hésitant depuis qu'il avait une grande situation médicale, c'est en souriant, en se renversant en arrière, en regardant Ski par-dessus le lorgnon, qu'il dit, par malice, ou pour surprendre de biais l'opinion de ses camarades, « Vous comprenez, si j'étais seul, garçon, mais à cause de ma femme, je me demande si je peux le laisser voyager avec nous après ce que vous m'avez dit, » chuchota le docteur. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda madame Cottard. « Rien. Cela ne te regarde pas. Ce n'est pas pour les femmes, » répondit en clignant de l'œil le docteur, avec une majestueuse satisfaction de lui-même qui tenait le milieu entre l'air pinçant rire qu'il gardait devant ses élèves et ses malades et l'inquiétude qui accompagnait jadis ses traits d'esprit chez les Verdurin, et il continua à parler tout bas. Madame Cottard ne distingua que les mots de la confrérie et tapette, et comme dans le langage du docteur, le premier désignait la race juive et le second les langues bien pendues, madame Cottard conclut que M. de Charlus devait être un Israélite bavard. Elle ne comprit pas qu'on tint le baron à l'écart à cause de cela, trouva de son devoir de doyenne du clan d'exiger qu'on ne le laissât pas seul. Et nous nous acheminâmes tous vers le compartiment de M. de Charlus, guidé par Cottard, toujours perplexe. Du coin où il lisait un volume de Balzac, M. de Charlus perçut cette hésitation. Il n'avait pourtant pas levé les yeux. Mais comme les sourds-muets reconnaissent à un courant d'air insensible pour les autres que quelqu'un arrive derrière eux, il avait, pour être averti de la froideur qu'on avait à son égard, une véritable hyperacuité sensorielle. Celle-ci, comme elle a coutume de faire dans tous les domaines, avait engendré chez M. de Charlus des souffrances imaginaires. Comme ces névropathes qui, sentant une légère fraîcheur, induisent qu'il doit y avoir une fenêtre ouverte à l'étage au-dessus, entrent en fureur et commencent à éternuer, M. de Charlus, si une personne avait devant lui montré un air préoccupé, concluait qu'on avait répété à cette personne un propos qu'il avait tenu sur elle. Mais il n'y avait même pas besoin qu'on eût l'air distrait, ou l'air sombre, ou l'air rieur. Il les inventait. En revanche, la cordialité lui masquait aisément les médisances qu'il ne connaissait pas. Ayant deviné la première fois l'hésitation de Cottard, si au grand étonnement des fidèles qui ne se croyaient pas aperçus encore par le luiseur les yeux baissés, il leur tendait la main quand ils furent à distance convenable, il se contenta d'une inclinaison de tout le corps, aussitôt vivement redressée pour Cottard, sans prendre avec sa main gantée de Suède la main que le docteur lui avait tendue. « Nous avons tenu absolument à faire route avec vous, monsieur, et à ne pas vous laisser comme cela seul dans votre petit coin. C'est un grand plaisir pour nous, » dit avec bonté madame Cottard au baron. « Je suis très honoré, » récita le baron en s'inclinant d'un air froid. « J'ai été très heureuse d'apprendre que vous aviez définitivement choisi ce pays pour y fixer vos tabernes. »
Elle allait dire tabernacle, mais ce mot lui sembla hébraïque et désobligeant pour un juif qui pourrait y voir une allusion. Aussi se reprit-elle pour choisir une autre des expressions qui lui étaient familières, c'est-à-dire une expression solennelle. Pour y fixer, je voulais dire, vos pénates. Il est vrai que ces divinités n'appartiennent pas à la religion chrétienne non plus, mais à une qui est morte depuis si longtemps qu'elle n'a pas plus d'adeptes qu'on puisse craindre de froisser. Nous, malheureusement, avec la rentrée des classes, le service d'hôpital du docteur, nous ne pouvons jamais bien longtemps élire domicile dans un même endroit. Et lui montrant un carton, oyez d'ailleurs, comme nous autres femmes, nous sommes moins heureuses que le sexe fort. Pour aller aussi près que chez nos amis Verdurin, nous sommes obligés d'emporter avec nous toute une gamme d'impédimenta. Moi, je regardais pendant ce temps-là le volume de Balzac du baron. Ce n'était pas un exemplaire broché, acheté au hasard, comme le volume de Bergotte qu'il m'avait prêté la première fois. C'était un livre de sa bibliothèque, et comme tel, portant la devise « Je suis au baron de Charlus », à laquelle faisait parfois place, pour montrer le goût studieux des Guermantes, « In proelis no semper » et une autre encore « No sine labore ». Mais nous les verrons bientôt remplacés par d'autres pour tâcher de plaire à Morel. Madame Cottard, au bout d'un instant, prit un sujet qu'elle trouvait plus personnel au baron. « Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, monsieur, lui dit-elle au bout d'un instant, mais je suis très large d'esprit, très large d'idées. Et selon moi, pourvu qu'on les pratique sincèrement, toutes les religions sont bonnes. Je ne suis pas comme les gens que la vue d'un protestant rend hydrophobe. » « On m'a appris que la mienne était la vraie, répondit M. de Charlus. « C'est un fanatique, pensa Madame Cottard. Swann, sauf sur la fin, était plus tolérant. Il est vrai qu'il était converti. » Or, tout au contraire, le baron était non seulement chrétien, comme on le sait, mais pieux, à la façon du Moyen-Âge. Pour lui, comme pour les sculpteurs du XIIIe siècle, l'Église chrétienne était, au sens vivant du mot, peuplée d'une foule d'êtres crus parfaitement réels. Prophètes, apôtres, anges, saints personnages de toutes sortes, entourant le Verbe incarné, sa mère et son époux, le Père éternel, tous les martyrs et les docteurs. Tels que leur peuple, en plein relief, chacun d'eux se presse au porche où remplit le vaisseau des cathédrales. Entre tous, M. de Charlus avait choisi comme patron intercesseur les archanges Michel, Gabriel et Raphaël, avec lesquels il avait des fréquents entretiens pour qu'ils communiquassent ses prières au Père éternel, devant le trône de qui ils se tiennent. Aussi l'erreur de Madame Cottard m'amusa-t-elle beaucoup. Pour quitter le terrain religieux, disons que le docteur, venu à Paris avec le maigre bagage de conseils d'une mère paysanne, puis absorbé par les études presque purement matérielles, auxquelles ceux qui veulent pousser plus loin leur carrière médicale sont obligés de se consacrer pendant un grand nombre d'années, ne s'était jamais cultivé. Il avait acquis plus d'autorité, mais moins d'expérience. Il prit à la lettre ce mot d'honorer, et fut à la fois satisfait, parce qu'il était vaniteux, et affligé parce qu'il était bon garçon. « Ce pauvre de Charlus, dit-il le soir à sa femme, il me fit de la peine quand il m'a dit qu'il était honoré de voyager avec nous. On sent, le pauvre diable, qu'il n'a pas de relation, qu'il s'humilie. » Mais bientôt, sans avoir besoin d'être guidés par la charitable Madame Cottard, les fidèles avaient réussi à dominer la gêne qu'ils avaient tous plus ou moins éprouvée au début à se trouver à côté de M. de Charlus. Sans doute, en sa présence, ils gardaient sans cesse à l'esprit le souvenir des révélations de ski et l'idée de l'étrangeté sexuelle qui était incluse en leurs compagnons de voyage. Mais cette étrangeté même exerçait sur eux une espèce d'attrait. Elle donnait pour eux à la conversation du baron, d'ailleurs remarquable, mais en des parties qu'ils ne pouvaient guère apprécier, une saveur qui faisait paraître à côté la conversation des plus intéressantes de Brichot lui-même comme un peu fade. Dès le début d'ailleurs, on s'était plu à reconnaître qu'il était intelligent.
Le génie peut être voisin de la folie, énonçait le docteur. Et si la princesse, avide de s'instruire, insistait, il n'en disait pas plus. Cet axiome étant tout ce qu'il savait sur le génie et ne lui paraissant pas d'ailleurs aussi démontré que tout ce qui a trait à la fièvre typhoïde et à l'arthritisme. Et comme il était devenu superbe et resté mal élevé, pas de question, princesse, ne m'interrogez pas. Je suis au bord de la mer pour me reposer. D'ailleurs, vous ne comprendriez pas. Vous ne savez pas la médecine. Et la princesse se taisait en s'excusant, trouvant Cottard un homme charmant et comprenant que les célébrités ne sont pas toujours abordables. À cette première période, on avait donc fini par trouver M. de Charlus intelligent malgré son vice, ou ce que l'on nomme généralement ainsi. Maintenant, c'était sans s'en rendre compte, à cause de ce vice, qu'on le trouvait plus intelligent que les autres. Les maximes les plus simples que adroitement provoquées par l'universitaire ou le sculpteur, M. de Charlus énonçait sur l'amour, la jalousie, la beauté, à cause de l'expérience singulière, secrète, raffinée et monstrueuse où il les avait puisées, prenait pour les fidèles ce charme du dépaysement qu'une psychologie, analogue à celle que nous a offerte de tout temps notre littérature dramatique, revêt dans une pièce russe ou japonaise, jouée par des artistes de là-bas. On risquait encore, quand il ne l'entendait pas, une mauvaise plaisanterie. « Oh !» chuchotait le sculpteur, en voyant un jeune employé aux longs cils de bayadère et que M. de Charlus n'avait pu s'empêcher de dévisager. « Si le baron se met à faire de l'œil au contrôleur, nous ne sommes pas près d'arriver. Le train va aller à reculons. Regardez-moi la manière dont il le regarde. Ce n'est plus un chemin de fer où nous sommes, c'est un funiculaire. » Mais au fond, si M. de Charlus ne venait pas, on était presque déçus de voyager seulement entre gens comme tout le monde, et de n'avoir pas auprès de soi ce personnage peinturluré, pensu, éclos, semblable à quelque boîte de provenance exotique et suspecte, qui laisse échapper la curieuse odeur de fruits auxquels l'idée de goûter seulement vous soulèverait le cœur. À ce point de vue, les fidèles de sexe masculin avaient des satisfactions plus vives dans la courte partie du trajet qu'on faisait entre Saint-Martin-du-Chêne, où montait M. de Charlus, et Doncières, station où on était rejoint par Morel. Car tant que le violoniste n'était pas là, et si les dames et Albertine, faisant bande à part pour ne pas gêner la conversation, se tenaient éloignées, M. de Charlus ne se gênait pas, pour ne pas avoir l'air de fuir certains sujets et parler de ce qu'on est convenu d'appeler les mauvaises mœurs. Albertine ne pouvait le gêner, car elle était toujours avec les dames, par grâce de jeune fille qui ne veut pas que sa présence restreigne la liberté de la conversation. Or, je supportais aisément de ne pas la voir à côté de moi, à condition toutefois qu'elle restât dans le même wagon. Car moi qui n'éprouvais plus de jalousie ni guère d'amour pour elle, ne pensais pas à ce qu'elle faisait les jours où je ne la voyais pas. En revanche, quand j'étais là, une simple cloison qui eût pu à la rigueur dissimuler une trahison m'était insupportable. Et si elle allait avec les dames dans le compartiment voisin, au bout d'un instant, ne pouvant plus tenir en place, au risque de froisser celui qui parlait à Brichot, Cottard ou Charlus, et à qui je ne pouvais expliquer la raison de ma fuite, je me levais, les plantais là, et pour voir s'il ne s'y faisait rien d'anormal, passais à côté. Et jusqu'à Doncières, M. de Charlus, ne craignant pas de choquer, parlait parfois fort crûment de mœurs, qu'il déclarait ne trouver pour son compte ni bonnes ni mauvaises. Il le faisait par habileté, pour montrer sa largeur d'esprit, persuadé qu'il était que les siennes n'éveillaient guère de soupçons dans l'esprit des fidèles. Il pensait bien qu'il y avait dans l'univers quelques personnes qui étaient, selon une expression qui lui devint plus tard familière, fixées sur son compte. Mais il se figurait que ces personnes n'étaient pas plus de 3 ou 4, et qu'il n'y en avait aucune sur la côte normande. Cette illusion peut étonner de la part de quelqu'un d'aussi fin, d'aussi inquiet. Même pour ceux qu'il croyait plus ou moins renseignés, il se flattait que ce ne fût que dans le vague, et avait la prétention
selon qu'il leur dirait telle ou telle chose, de mettre telle personne en dehors des suppositions d'un interlocuteur qui, par politesse, faisait semblant d'accepter ses dires. Même se doutant de ce que je pouvais savoir ou supposer sur lui, il se figurait que cette opinion, qu'il croyait beaucoup plus ancienne de ma part qu'elle ne l'était en réalité, était toute générale, et qu'il lui suffisait de nier tel ou tel détail pour être cru, alors qu'au contraire, si la connaissance de l'ensemble précède toujours celle des détails, elle facilite infiniment l'investigation de ceux-ci, et ayant détruit le pouvoir d'invisibilité, ne permet plus au dissimulateur de cacher ce qui lui plaît. Certes, quand M. de Charlus, invité à un dîner par tel fidèle ou tel ami des fidèles, prenait les détours les plus compliqués pour amener au milieu de nom de 10 personnes qu'il citait le nom de Morel, il ne se doutait guère qu'aux raisons toujours différentes qu'il donnait du plaisir ou de la commodité qu'il trouvait ce soir-là à être invité avec lui, ses hôtes, en ayant l'air de le croire parfaitement, en substituaient une seule, toujours la même, et qu'il croyait ignorer d'eux, à savoir qu'il l'aimait. De même, Madame Verdurin, semblant toujours avoir l'air d'admettre entièrement les motifs mi-artistiques et mi-humanitaires que M. de Charlus lui donnait de l'intérêt qu'il portait à Morel, ne cessait de remercier avec émotion le baron des bontés touchantes, disait-elle, qu'il avait pour le violoniste. Or, quel étonnement aurait eu M. de Charlus si, un jour que Morel et lui étaient en retard et n'étaient pas venus par le chemin de fer, il avait entendu la patronne dire « Nous n'attendons plus que ces demoiselles. » Le baron eût été d'autant plus stupéfait que, ne bougeant guère de la raspelière, il y faisait figure de chapelain, d'abbé du répertoire. Et quelquefois, comme Morel avait 48 heures de permission, y couchait 2 nuits de suite. Madame Verdurin leur donnait alors 2 chambres communicantes, et pour les mettre à l'aise disait « Si vous avez envie de faire de la musique, ne vous gênez pas. Les murs sont comme ceux d'une forteresse. Vous n'avez personne à votre étage, et mon mari a un sommeil de plomb. » Ces jours-là, M. de Charlus relayait la princesse en allant chercher les nouveaux à la gare. Excusez Madame Verdurin de ne pas être venue à cause d'un état de santé qu'il décrivait si bien que les invités entraient avec une figure de circonstance et poussaient un cri d'étonnement en trouvant la patronne alerte et debout en robe à demi décolletée. Car M. de Charlus était momentanément devenu pour Madame Verdurin le fidèle des fidèles, une seconde princesse Cherbatov. De sa situation mondaine, elle était beaucoup moins sûre que celle de la princesse, se figurant que si celle-ci ne voulait voir que le petit noyau, c'était par mépris des autres et prédilection pour lui. Comme cette feinte était justement le propre des Verdurins, lesquels traitaient d'ennuyeux tous ceux qu'ils ne pouvaient fréquenter, il était incroyable que la patronne pût croire la princesse une âme d'acier, détestant le chic. Mais elle n'en démordait pas, et était persuadée que pour la grande dame aussi, c'était sincèrement et par goût d'intellectualité qu'elle ne fréquentait pas les ennuyeux. Le nombre de ceux-ci diminuait du reste à l'égard des Verdurins. La vie de bain de mer ôtait à une présentation les conséquences pour l'avenir qu'on eût pu redouter à Paris. Des hommes brillants, venus à Balbec sans leurs femmes, ce qui facilitait tout, à la Raspelière faisaient des avances et d'ennuyeux devenaient exquis. Ce fut le cas pour le prince de Guermantes, que l'absence de la princesse n'aurait pourtant pas décidé à aller en garçon chez les Verdurins si l'aimant du dreyfusisme n'eût été si puissant qu'il lui fût monté d'un seul trait les pentes qui mènent à la Raspelière, malheureusement un jour où la patronne était sortie. Madame Verdurin, du reste, n'était pas certaine que lui et M. de Charlus fussent du même monde. Le baron avait bien dit que le duc de Guermantes était son frère, mais c'était peut-être le mensonge d'un aventurier. Si élégant se fût-il montré, si aimable, si fidèle envers les Verdurins, la patronne hésitait presque à l'inviter avec le prince de Guermantes. Elle consulta Sky et Brichot. Le baron et la princesse de Guermantes. Est-ce que ça marche ? Mon Dieu, madame,
Pour l'un des deux, je crois pouvoir le dire. Mais l'un des dieux, qu'est-ce que ça peut me faire? Avait repris Madame Verdurin irritée. Je vous demande s'ils marchent ensemble. Ah, madame, voilà des choses qui sont bien difficiles à savoir. Madame Verdurin n'y mettait aucune malice. Elle était certaine des mœurs du baron. Mais quand elle s'exprimait ainsi, elle n'y pensait nullement, mais seulement à savoir si on pouvait inviter ensemble le prince et M. de Charlus, si cela concorderait. Elle ne mettait aucune intention malveillante dans l'emploi de ces expressions toutes faites et que le petit clan artistique favorise. Pour se parer de M. de Guermantes, elle voulait l'emmener, l'après-midi qui suivrait le déjeuner, à une fête de charité et où des marins de la côte figureraient un appareillage. Mais n'ayant pas le temps de s'occuper de tout, elle délégua ses fonctions aux fidèles des fidèles, au baron. Vous comprenez, il ne faut pas qu'ils restent immobiles comme des moules. Il faut qu'ils aillent, qu'ils viennent, qu'on voit le branle-bas, je ne sais pas le nom de tout ça. Mais vous, qui allez souvent au port de Balbec-Plage, vous pourriez bien faire une répétition sans vous fatiguer. Vous devez vous y entendre mieux que moi, monsieur de Charlus, à faire marcher des petits marins. Et après tout, nous nous donnons bien de mal pour monsieur de Guermantes. C'est peut-être un imbécile du jockey. Oh mon Dieu, je dis du mal du jockey et il me semble me rappeler que vous en êtes. Hé, baron, vous ne me répondez pas. Est-ce que vous en êtes? Vous ne voulez pas sortir avec nous? Tenez, voici un livre que j'ai reçu, je pense qu'il vous intéressera. C'est de Rougon. Le titre est joli. Parmi les hommes.